Législative 2022, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Guy Barbeyrac, qui représente la France Insoumise et qui se présente sur la première circonscription. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas un habitué des plateaux télé, c'est une de vos premières participations ou quel a été votre parcours? Oui, on peut dire que c'est une de mes premières participations. On m'a dit tout à l'heure, toi tu es un ovni en politique locale. Moi je dirais plutôt je suis un ICNI, c'est pas très beau, hein, un insoumis candidat non identifié. Mais parce qu'effectivement, les gens ne me connaissent pas beaucoup dans le landerneau politique habituel, on va dire. Alors, qu'est-ce qui vous amène justement à prendre cette décision de passer devant la lumière et d'aller au combat? Les résultats nationaux ou une envie? D'abord, je suis un militant. Je suis un militant de la France Insoumise de la première heure, 2016, fidèle et constant. Dans ce mouvement, j'ai trouvé écho à mes valeurs, à ce que je cherche, ce que je pense en politique. Ça m'a réenchanté avec la politique aussi. Donc depuis je suis un militant actif. Et là, dans ce moment particulier, où on a déterminé localement, comme partout en France, hein, des candidats prépositionnés, je me suis dit, banco, oui, pourquoi pas. Par exemple, moi, si c'est quelqu'un d'autre, ça sera quelqu'un d'autre de local, mais moi, je suis prêt à y aller. Et je suis passionné par le moment. C'est très clair. D'accord. Et aujourd'hui, j'allais parler de votre famille, on parle de France Insoumise, mais c'est pas France Insoumise aujourd'hui. C'est NUPES. C'est NUPES. Alors moi je dis NUPES, avec le S, parce que S de social, celui-là il ne faut pas l'oublier dans l'expression non plus, c'est très important. Comment vous vivez ça, de ces rassemblements, cette notion d'équipe, ou c'est un peu chacun Écoutez, pour moi c'est un moment extraordinaire, et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis quelques semaines, on se parle. La gauche se parle, la gauche et écologiste. On était un peu chacun dans nos sillons avec nos logiques, nos histoires aussi, des passés des fois compliqués, etc. Depuis quelques semaines, et ça quand même c'est le crédit de Jean-Luc Mélenchon et de ses équipes du bon esprit des autres composants de la NUPES, c'est vrai, en 13 jours arriver à se parler et s'entendre sur un programme. Alors programme partagé de gouvernement, aujourd'hui, ça y est, il a été révélé dans son intégralité. Je trouve ça formidable. Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un enjeu de ne pas être simplement une force d'opposition qui va crier dans le désert, comme ça a été un peu le cas pendant 5 ans pour nos députés insoumis, qui ont fait un boulot énorme au Parlement. Mais bon, très ingrat. Là, on a une fenêtre de tir, je dirais, pour être majoritaire grâce à cet accord, grâce aussi au système de n'avoir qu'un représentant unique dans chaque circonscription. Ça ouvre des possibilités énormes. Donc pour vous, quand Mélenchon dit, j'allais dire presque crie partout, on a même vu des affiches comme quoi il sera le prochain Premier ministre, vous y croyez fermement? Moi j'y crois, puis j'y crois d'autant plus que le moment l'appelle quelque part. On est quand même dans un moment où pour moi les maltraitances sociales, les maltraitances écologiques, enfin quand je dis maltraitance écologique, c'est plutôt la catastrophe écologique qui arrive hein, et qui va tous nous impacter, qui appelle quand même des mesures fortes par rapport à ça. Et la maltraitance démocratique, avec une dérive quand même du pouvoir qui m'insupporte moi personnellement, ça appelle des réponses urgentes. On a une opportunité d'amener des réponses. Sinon, voilà, on a eu 5 ans d'Emmanuel Macron, on repart sur 5 ans d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, on pourra détailler le bilan, mais voilà. Moi, j'ai un espoir, et je sais qu'il est partagé par des tas de gens, qu'on peut avoir une autre voie possible. Aujourd'hui, on entend, et je le dis, on est en dictature ou en démocratie au niveau politique? Parce que quand on voit comment ça fonctionne, on peut se poser la question. Alors voilà, je ne dirais pas qu'on est en dictature. Pour moi, on est dans une démocratie malade. On est dans un temps de dérive autoritaire, très clairement. Vous savez, j'aime bien l'histoire, j'aime bien les références historiques, les enseignements du passé. Pour moi, on est carrément dans une dérive bonapartiste du système. Je pense souvent au Second Empire, hein,
je trouve qu'on a cette dérive du pouvoir et on a besoin de reparlementariser le pays, de redonner au Parlement, au peuple et à l'expression du peuple via les élus de la nation du pouvoir, de l'initiative. Quand on voit comment tout un tas de propositions faites par l'opposition ont été balayées systématiquement pendant 5 ans, quand on voit comment les textes de loi, les projets de loi pendant 5 ans sont arrivés au Parlement tout ficelés, et on sait maintenant, parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé derrière, des députés macronistes, qui ont expliqué, les textes, ils sont faits au niveau des ministères, non mais derrière par les cabinets des ministères, et derrière encore par des cabinets privés type McKinsey et autres, dont on connaît les coûts de facturation derrière. Donc tout ça, c'est... Alors non, c'est pas de la dictature, mais c'est une démocratie malade, c'est très clairement. Alors, on va revenir à votre candidature, et vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y a une suppléante. Expliquez-nous, pour vous, qui c'est déjà, présentez-nous là, et quel est son rôle pour vous dans cette campagne et dans son travail? Alors, ma suppléante s'appelle Christiane Collignon, Collignon-Zoiry, sur les affiches, sur Christiane Collignon. Voilà, c'est une personne qui est ouvrière, qui a eu un passé comment dire, assez d'employé de base, ouvrier, qui a été aussi le moment venu dans le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc quelqu'un qui est profondément insoumis aussi par rapport aux valeurs portées par notre mouvement. Hein. Donc qui a rejoint la France Insoumise parce qu'il y a trouvé aussi des valeurs on a l'habitude de travailler, on a l'habitude de militer ensemble, de tracter. On a fait la campagne présidentielle, voilà, avec d'autres copains ensemble, on se connaît bien, on s'entend bien. Et quel rôle pour elle? Eh bien écoutez, pour moi d'abord, pendant la campagne, on est un binôme, donc on fait campagne et on sera au maximum ensemble. Des fois on se partagera parce que la première circonscription des Landes, elle est quand même gratinée, hein, elle est sur un plan géographique. Donc on va aussi des fois se partager. Au maximum, on sera ensemble, on sera présent pour aller dans les villages, quand on fera des réunions publiques, là où on en fera, dans toutes les manifestations où on pourra aller, on va être ensemble. Pour moi, la candidate, ça va être quelqu'un qui sera pas dans la lumière du candidat titulaire, c'est vrai, mais qui sera sur le terrain et qui sera aussi le relais, la courroie de transmission. Bon, le député, c'est vrai, son boulot, ça va être avant tout d'être au Parlement, voter les lois. Il y a des groupes parlementaires qui travaillent aussi sur des sujets divers. Moi, je vais être aussi, comme député, celui qui recueille la parole locale. Je ne suis pas celui qui va aider les lobbies nationaux, alors parce qu'il y en a plein au Parlement, là, il paraît, mais ni les lobbies locaux. Écouter par contre tout ce qui se passe dans le département, les luttes, les projets, problèmes, propositions du monde associatif, par exemple, ça oui. Et là, bon, je ne vais pas faire ça tout seul. Et même à deux, ça sera insuffisant. On sait qu'on a beaucoup de relais militants qui vont nous aider là-dessus. Mais voilà, la suppléance, c'est un rôle un peu ingrat d'être suppléant, hein, parce qu'on n'est pas totalement dans la lumière, comme je vous disais. Mais c'est indispensable. Et puis, suppléante. On doit se préparer à suppléer si jamais le besoin s'en fait sentir. D'accord. Dans cette campagne, et déjà aussi à la présidentielle, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. On ne parle pas de l'abstention, alors que dans les autres campagnes, on en parlait énormément. Elle n'a pas disparu. Donc, comment vous vivez ce fait qu'on ne parle pas de l'abstention dans cette campagne-là? Et l'abstention, comment on peut faire pour l'annuler quelque part? Oui, vous avez raison, on en a moins parlé, alors qu'on en a beaucoup parlé aux élections intermédiaires, régionales et autres. Malgré tout, elle a été quand même forte, voire très forte au présidentiel, ce qui interpelle, parce que la présidentielle, c'est quand même pour moi c'est la mère des batailles et c'est la mère des élections dans notre 5e République. Voilà, pour moi, c'est pas idéal, mais c'est une réalité. Pourquoi être en abstention?
Je pense qu'il y a un désenchantement par rapport à la politique. Beaucoup d'affaires, beaucoup de gens qui sont devenus des professionnels de la politique aussi, dont on voit le visage, la tête enfin, élection après élection, depuis des décennies, certains. Je pense qu'il y a aussi quelque part un sentiment de trahison. Ça veut dire que les gens ont de plus en plus de difficultés, et là ça s'accentue, difficultés du quotidien, parce que je suis chômeur, parce que j'ai un petit salaire, parce que je suis fonctionnaire et mon point d'indice est bloqué depuis 10 ans, parce que je touche de l'APL, ben, ça a baissé. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'un quotidien très difficile. Donc des colères, des frustrations. Certaines se sont exprimées quand il y a eu les Gilets jaunes, par exemple. Mais avant les Gilets jaunes, il y avait aussi de la colère. Se rappeler tout le secteur hospitalier qui était en grève, avant. Donc je pense qu'il y a un sentiment de trahison. On a des problèmes, on nous a fait des promesses, et puis les promesses ne sont pas tenues. Donc tout l'enjeu, ça va être de dire, là, pendant le temps de la campagne, et puis après, une fois élu, bien sûr, on vous entend depuis longtemps. On a bâti un programme qui entend ces choses-là et qui amène des réponses sur tous les plans. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un programme qui met en cohérence le social, l'écologie, la démocratie et autres. Donc on a des réponses. Bien sûr, vous allez voter, vous allez faire un acte de confiance en votant, en mettant votre bulletin. J'ai envie de leur dire, ayez confiance. Parce que vous avez des têtes dures et puis des gens qui se battent sur le terrain depuis longtemps parce qu'ils veulent que ça se fasse, tout ça. Et l'enjeu, c'est ça aussi, c'est que, alors on y croit pas, hein, comme je dis, c'est un acte de confiance quand on vote. Si demain on est majoritaire à l'Assemblée nationale, les députés de la NUPES, si demain on impose un Premier ministre porteur de ce programme partagé, et je fais confiance à Jean-Luc Mélenchon pour dérouler ça, et très vite. Je le suis depuis longtemps, je l'écoute, c'est lui qui m'a un peu réenchanté aussi avec la politique. Pas forcément, enfin, il y a le Mélenchon tribun, mais moi j'aime davantage le Mélenchon qui explique la politique calmement dans son fauteuil, dans son bureau, et qui donne des clés de compréhension et puis des clés d'espoir derrière. Donc l'enjeu, oui, pour les abstentionnistes, ça va être de les reconvaincre à nouveau que la politique, c'est pas du blabla, on peut arriver à remettre du fond dedans. Et en plus, on a un contexte extraordinaire, c'est qu'on est arrivé à se mettre d'accord, à se parler et à se mettre d'accord entre PC, PS, LFI, ELV, Génération. Voilà, c'est quand même un temps particulier. Combien de fois on a entendu « Voilà, c'est dommage, la gauche elle est incapable de se réunir, pourquoi il n'y a pas un candidat commun au présidentiel ?» Oui, et là on arrive, parce qu'on est parti sur un programme, parce qu'on est parti sur les éléments d'un programme qui parle à des millions de gens, et que finalement, en se parlant, on s'est rendu compte que, tiens, on était finalement pas loin du tout les uns des autres. Et que, voilà, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire. J'espère qu'on arrivera à être convaincant, parce que voilà, on y croit aussi, et puis le moment le permet. Le moment le permet. Alors justement, vous en avez parlé en expliquant le travail. Il y a un travail national et puis il y a un travail local. Et quand on regarde la carte aujourd'hui, on s'aperçoit que la représentation législative va bouger, mais qu'au présidentiel, on a vu 3 partis sortir. Et que par contre, au niveau local, c'est un peu les autres partis aussi qui sont en position de force. Comment ça va se passer entre ce local et ce national qui n'est pas du tout identique pour vous ? C'est le moment je crois qu'il y a effectivement, c'est également mon constat, je crois qu'il y a quand même globalement 3 blocs politiques, 3 forces politiques qui émergent. Alors il y a la partie extrême droite, on va dire, Rassemblement national, Zemmour et quelques républicains. Vous avez toute la partie macroniste
que moi j'appellerais plutôt néolibérale, parce que c'est cette politique-là qui est faite, qui a raccroché d'ailleurs un certain nombre de socialistes, de gens de droite, bon, en même temps, on va dire. Et puis à gauche, effectivement, un bloc à gauche qui a été très éclaté pendant les présidentielles. Bon, c'est comme ça, on va dire. Voilà, chacun a voulu faire son, comment dire, porter sa voix, porter sa parole, et puis voilà, voir ce que ça donnait. Le résultat, finalement, a montré qu'il y avait un gros bloc qui est venu derrière un programme Mélenchon, et puis une part de vote utile aussi, il ne faut pas s'en cacher. Il y a eu aussi au dernier moment des rattachements de votes socialistes, communistes, écologiques. Mais finalement, maintenant, on a un bloc qui s'est constitué en dur par cette nouvelle union, avec un programme en dur. Donc oui, là, il y a un troisième bloc. Un bloc, je dirais, de gauche, enfin de gauche, de vraie gauche, et écologique. Et on se retrouve. Alors, comme vous dites, le programme vient de sortir. Finalement, des points de différence, il n'y en a pas tant que ça. Je crois, si j'ai bien lu, il y en a 33 sur 650. Oui. Donc, ça va. Sur 650. Sur 650 propositions, voilà. 33 différents où vous n'êtes pas d'accord, ça ne fait pas beaucoup. C'est pas tellement, non, c'est pas beaucoup. Après, il y a des sujets, on le sait, qui nécessiteront de l'échange, du dialogue, des analyses, etc. Il y a des sujets, bon, on peut parler du nucléaire par exemple dans deux mots, bon, ça fait partie des sujets sur lesquels, avec le Parti communiste par exemple, bon, on n'a pas la même approche. Et puis, le débat est ouvert. Et puis ce débat, d'ailleurs, on l'avait il y a 5 ans déjà, hein, pourtant il y avait eu campagne commune au présidentiel. Et puis bon, s'il faut arriver à le dépasser à un moment donné par la voie référendaire, pourquoi pas. Et voilà, il y a des sujets locaux sur lesquels on a aussi des désaccords avec nos partenaires socialistes, communistes, verts, beaucoup moins que ceux qui nous rapprochent, heureusement, c'est très bien. Bon, on va se parler, on va échanger nos connaissances, parce qu'on se rend compte aussi que sur certains sujets, allez, je vais le dire, je vais parler de la ligne à grande vitesse par exemple. Bah, celui-là, je ne suis pas convaincu que tous les socialistes, alors les communistes certes sont partagés sur le sujet, mais apparemment les socialistes, je ne suis pas convaincu, ils sont tous au fait de toutes les problématiques de ce dossier. Alors il faut qu'on parle, il faut qu'on échange, et puis qu'on prenne le temps de l'échange. Très bien. Alors comme on disait, il n'y a pas des masses de différences sur plein de sujets, mais il y aura beaucoup discuté. Quels sont, si demain vous êtes élu, au niveau national, quels sont les sujets nationaux qui pour vous sont primordiaux d'attaquer le plus vite possible? Voilà, dans un ensemble de choses énormes. Quelques pistes, effectivement, qui me tiennent à cœur, on va dire. Hein. La santé, améliorer le système de santé. Et puis, on a vu, là, ces derniers mois, avec la Covid, les problèmes posés par, justement, une forme de casse, pour moi, du système de santé. Tous les systèmes de tarification dans les hôpitaux qui ont posé des tas de problèmes. On se rappelle quand même qu'avant la crise des Gilets jaunes, plein d'hôpitaux étaient en grève, de services d'urgence, et ça continue maintenant. Donc, quelque part, la santé, fait partie des biens communs partagés, et on l'a accompagné à l'époque en créant la sécurité sociale et le remboursement des soins. Donc ça, c'était quelque chose qui pour moi est fondamental. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a plein de choses, bien sûr. Autre point important, c'est tout ce qui concerne l'alimentation. L'alimentation, il faut qu'on arrive à faire bifurquer notre agriculture. Alors ça, c'est un gros chantier parce qu'il va falloir changer les habitudes, accompagner le monde paysan, qui souffre en plus, mais qui est dans une logique productiviste qui les mène en plus au bord du gouffre et qui pose des problèmes à tout le monde en tant que consommateur. Il paraît qu'on a 90% des gens ont du glyphosate dans les urines, vous, moi peut-être, à savoir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change notre mode de production, il faut qu'on arrive à faire une agriculture plus de proximité, qu'on soit plus autonome aussi en France de manière générale, et puis qu'on modifie les modes de production agricole, aller davantage vers le bio. Ça veut dire derrière que s'il faut faire un bras de fer avec l'Europe,
faire de la désobéissance ou bifurcation, on l'appelle comme on veut, mais oui, on le fera, on le fera. L'agriculture, je suis très sensible aussi à un autre dossier, c'est les biens communs que alors je parlais de la santé, mais l'eau, l'électricité. Donc dans nos mesures, on a par exemple la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, la gratuité des premiers kilowattheures. C'est pas normal que quelqu'un ne puisse pas avoir le minimum d'eau. Alors on va dire non, ça y est, dans les lois, ça n'existe pas. Si, non, en pratique, l'eau, il y a le lentillage. C'est-à-dire on laisse couler goutte à goutte un petit peu d'eau pour... enfin, c'est de l'hypocrisie, quoi. L'eau, ça doit être un bien commun. Et en plus, c'est un sujet qui va prendre toute son acuité dans les mois et dans les années qui viennent. Voilà, on le voit maintenant. Donc ça, c'est un sujet qui est particulièrement important. Au niveau local, puisque vous allez jouer sur les deux tableaux, qu'est-ce qui est pour vous important de défendre au niveau local? Quels sont les sujets sur lesquels vous vous consacrerez au maximum? Vous disiez que vous n'étiez pas toujours d'accord. Non, alors, un des sujets effectivement que je vais défendre, c'est tout ce qui concerne les mobilités du quotidien. Tout ce qui concerne le ferroviaire, on sait. Mais pas que, après c'est aussi la mobilité douce avec les vélos, tout ça, tout ce qui peut améliorer ça. Sur le ferroviaire, très clairement, ma position, je sais qu'elle est partagée par la France Insoumise, par les Verts et par pas mal d'autres, c'est qu'on n'a pas... c'est une hérésie de faire des lignes à grande vitesse, par exemple, je pense à la Bordeaux-Toulouse et la Bordeaux-Dax, au coût que ça va représenter, avec tout un tas de mensonges à la clé sur le fret, sur les saturations des voies existantes, etc. Donc, il y a alors le débat à ouvrir avec nos amis socialistes qui ne voient pas la chose de la même façon. On a de l'argent à utiliser autrement, des milliards à utiliser autrement. Et quelque part, oui, ça fait partie des sujets que je vais porter. Qu'on aide le ferroviaire, oui. Qu'on rouvre des petites lignes qui ont été fermées. Voilà. Qu'on défende le service public du ferroviaire, service public, il y a SNCF, et qu'on n'ouvre pas la concurrence comme ça c'est à tout va maintenant. Oui, ça c'est des sujets qui vont nous toucher directement localement, hein, puisque le coup est parti sur ce sujet-là, notamment de LGV. Oui, ça fait partie des sujets qui me tiennent à cœur. Ouais. Un des sujets qui s'invite sur la table aussi, c'est la guerre en Ukraine, parce que ce n'est pas la guerre en elle-même, elle est loin tout en étant très proche, on n'est pas touché tout en étant touché. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences, parce qu'il y a des conséquences, et comment ça va rentrer dans votre travail aussi? Ben, ça va rentrer dans notre travail derrière les compétences d'un Premier ministre par rapport à qui conduit la politique de la défense. Hein. Le président est le chef des armées, certes. Les deux devront s'entendre en matière de politique étrangère, c'est une évidence pour au moins parler d'une même voix à l'international. Mais je pense qu'en matière de politique de défense, il y a des évolutions, des ajustements à faire. Alors, cette invasion de l'Ukraine est inexcusable, il n'y a pas de problème. Après, demain, il va falloir qu'on en sorte. Et ce qui est terrible, c'est les conséquences indirectes de cette guerre. Je pense notamment à toutes les céréales dont dépendent beaucoup de pays d'Afrique, par exemple. Nous, en Europe, un peu moins, mais un peu quand même. Ce qui est par contre choquant, c'est la spéculation actuelle qui fait que des prix flambent et mettent à mal la fin de mois de tas de gens actuellement. Les prix flambent en grande partie pour des raisons spéculatives aujourd'hui. Donc, bon, c'est vrai qu'alors on dit c'est la guerre en Ukraine qui... non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les éléments climatiques. Pareil que la moutarde, on n'en a plus parce que elle vient du Canada, et le Canada, il y a eu des sécheresses, et puis les productions sont effondrées. Donc, moi, j'espère qu'une chose, hein, bien sûr, c'est que la raison l'emporte, que la diplomatie arrive à reprendre le pas sur les armes. Bon, je ne sais pas si... bon, je souhaite que cette guerre s'arrête. Alors, comment va-t-elle s'arrêter? Je ne sais pas, bien sûr. Mais en tout cas, que la diplomatie s'arrête, et puis que derrière, peut-être, on essaie de faire ce qu'on aurait dû faire avant. Ça veut dire
recréer, remuscler des organismes de coopération à la défense, etc. Trouver des moyens, des voies pacifiques de règlement des conflits. Je pense qu'il y a eu des erreurs de tous les côtés dans cette affaire-là. Les Russes sont impardonnables d'avoir attaqué comme ça. Enfin, on a l'impression d'être au siècle dernier, en 14 ou en 39, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Je pense que les Ukrainiens ont fait des erreurs aussi. Bon, voilà, je crois même qu'ils en sont assez conscients. Bon, que demain on arrive à dépasser ça. Et la France a un rôle à jouer là-dedans. La France a un rôle à jouer. On arrive à la fin de cet entretien. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Alors, je finis tous mes interviews, sans exception politique, avec la même question. Le 12 juin, donc, on va se retrouver devant nos urnes, devant cette enveloppe à remplir. En quelques mots, pourquoi on doit vous choisir, vous, plutôt que les autres candidats? Qu'est-ce qui fait que je ne dois pas hésiter un instant, quand je suis devant, je dois prendre votre bulletin plutôt qu'un autre? Voilà. Pourquoi mon bulletin? Parce que derrière mon bulletin, et derrière mon visage, et celui de ma camarade colistière, derrière ce bulletin, il y a un programme. Et derrière ce programme, il y a de l'espoir. Il y a des tas de choses qui peuvent changer. Vous savez, c'est Einstein, Albert Einstein, le grand physicien, qui disait il ne faut pas attendre des gens qui ont créé des problèmes qu'ils en amènent des solutions. C'est un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui. Non, non. Nous, ce qu'on dit, nous, NUPES, une nouvelle Union populaire écologique et sociale, portée dans la première circonscription par un insoumis, c'est qu'un autre monde est nécessaire. Il y a urgence, il est nécessaire. Et avec nous, avec mon bulletin et avec derrière tous les bulletins partout en France, cet autre monde sera possible. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps dans cette campagne de venir nous voir. Je vous dis au 12 juin, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.